Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, les shows de la WWE. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve pas pour faire une review, malheureusement. C'est assez rare qu'on le fasse sur catch-up, mais aujourd'hui, nous a semblé un bon jour pour le faire. Mais aujourd'hui, on va vous présenter un rapide podcast dédié à la mémoire de Luke Harper, puisque aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre 2020 et on a appris ce matin le décès de Luke Harper, Bronny Lee, John Huber pour son vrai nom. Et voilà, et donc c'est une grande tristesse d'apprendre le décès de ce catcheur en pleine activité, en pleine fleur de l'âge. Ça devrait être interdit de mourir à 41 ans, je le dis, voilà. Donc vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et en ma compagnie, car il fallait bien un duo pour rendre hommage à Luke, je suis tout simplement avec le jeune de la bande, en pleine jeunesse, en pleine puissance de la jeunesse. Vous avez tous reconnu Raphaël hier. Salut Raphaël. Salut tonton, bah oui, t'as bien raison. Alors moi, je suis pas encore à 41 ans, mais ça fait quand même jeune et beaucoup de tristesse. Ouais, beaucoup d'émotions et de tristesse ce matin là. C'est rare, hein. Moi, je suis donc plus jeune fan de catch que toi et c'est vrai que heureusement, hein, quelque part, avec les changements d'hygiène et de train de vie, c'est de plus en plus rare les catcheurs qui meurent en activité, puisque même si ça faisait juste 2 petits mois qu'il n'avait pas catché, c'était quand même un catcheur en pleine activité. Ça fait quelque chose, ouais. En plus, on va revenir un peu sur sa vie et son œuvre. Voilà, un catcheur qui a eu une carrière assez inédite, changé de fédération, et cetera. Donc ça fait d'autant plus bizarre, mais ça me fait plaisir d'être avec, voilà, le doyen des archives, le passionné historique pour parler un C'est peu clair. de notre ami, de notre regretté Luke, Brody, John. Et ouais, tout à fait. Ouais, multi-identités normales liées à son activité professionnelle. Alors écoutez, on va essayer de vous faire un truc digeste et pas trop triste pour que tout le monde puisse un peu en savoir exactement de ce qu'il en était de Mister Brody Lee. Donc son vrai nom, c'est Jonathan Huber. Il est né le 16 décembre 1979. Oh mon Dieu, rien le fait de dire l'année, ça me tue quoi. À Rochester, New York, aux États-Unis. Alors là, je vais commencer tout de suite par une première anecdote par rapport à ça, puisque l'une des premières choses dont s'est plaint Brody Lee quand il est arrivé à la IW, parce qu'il est parti en bon terme de la WWE, mais il s'est quand même un petit peu lâché, en particulier sur Vince McMahon. Et puisqu'il a repris un peu, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir à la Haute Wrestling, Raphaël, mais Brody Lee, en fait, s'était amusé à singer Vince McMahon. Il portait le costume, il utilisait l'accent, etc. Enfin bref, il avait vraiment fait une espèce de parodie du Ouais. président de WWE. Et il s'était bien amusé avec ça. Et il avait toujours décrit ça d'ailleurs comme plus un clin d'œil amusant, et c'était pas quelque chose de méchant, quoi. Parce qu'il considérait qu'il avait eu une belle carrière à la WWE, ça on va y venir, mais que voilà, il n'avait pas fait ça dans un état d'esprit de vengeance ou quoi que ce soit, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose de drôle. Et surtout, en fait, il a fait ça pour expliquer une des choses qu'il n'a jamais compris à la WWE dans son booking, c'était qu'on lui demandait de parler avec un accent du sud profond des États-Unis, alors que lui, il était originaire de New York et qu'il parlait un anglais plutôt sophistiqué. Et d'ailleurs, si vous suivez un peu comme nous à Catch Up les shows en version originale, vous vous serez très, très vite rendu compte qu'effectivement, le Brody Lee qui parlait à la Hot Wrestling n'avait rien à voir avec le Luke Harper qui parlait à la WWE. Donc je sais pas, Raphaël, tu as eu l'occasion de voir un peu de son run à la All Elite Wrestling ou pas du tout? Si, un petit peu, oui. Alors au-delà du clin d'œil à Vince McMahon, qui était assez transparent, ce qui était impressionnant, c'est, comme tu l'as dit, c'est ce grand écart de gimmick, parce qu'on est passé d'un crado pouilleux avec son t-shirt. Là, je regardais de vieilles images, son t-shirt dégoulinant de morve qu'il avait quand il était dans la Oui, Wyatt Family, à porter des crocodiles morts sur ses épaules, à effectivement celui d'un chef avec costard cravate dans un bureau. C'était, D'ailleurs, moi j'ai eu du mal. Alors, j'ai pas regardé beaucoup la All Elite Wrestling, mais malgré tout son talent, de voir le nouveau personnage derrière. Ouais, moi, je voyais toujours un peu le Luke Harper dégueulasse là, qui faisait. mais ouais. Mais c'est ça le métier de catcheur. On change de fédération, on change de
de style, mais alors lui, il a vraiment changé de style. Autant il y en a certains qui, bon, bah, contraints et forcés ou un peu obligés, sont toujours restés un peu dans le même personnage. Bon, il y en a qui trouvent que John Moxley n'a rien à voir avec Dean Ambrose. Par exemple, moi, j'ai toujours eu l'impression que ça se ressemblait un peu quand même dans le style. Mais Brody Lee, là, c'était vraiment pas du tout Luke Harper, quoi. Ah ouais, 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 il avait vraiment là, ouais, il avait vraiment basculé. Alors des fois, on change même de gimmick, au sein même de la même fédé, mais là, pour le coup, voilà, il était arrivé chez les jeunes qui ont les dents longues là, à la All Elite Wrestling et vraiment, il avait fondamentalement changé son personnage. Il était revenu à son nom d'origine, donc ça va permettre de faire une transition, de ce qu'il était quand il passait dans les fédés indépendantes, quoi. Et je peux vous dire que le Jonathan Hubert, il est passé dans pas mal de fédés où il a laissé que des bons souvenirs parce que c'est pas une question qu'il soit mort ce week-end. Hein. C'était unanime. Quand il est arrivé à la WWE, toutes les anciennes fédés qui ont parlé de lui ont dit ce mec c'est de l'or en barre, ce mec voilà quoi, c'est un mec super sympa. Alors on pense qu'il était marié, il avait 2 fils, dont un qui est dans le catch maintenant, hein. Il a quand même fait ses premières apparitions à la All Elite Wrestling et donc un jeune fils quand même. Et ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable. Donc, parce que pour vous faire une toute petite liste, made the list, il est passé à la Chikara, il est passé à la Square Circle Wrestling, il a fait la Ring of Honor. Tout ça, c'était de 2003 à 2012 avant son arrivée à la WWE. Il était à la Dragon Gate USA et après la Dragon Gate au Japon, quoi. Donc, vraiment, le mec ouais, voilà, a bourlingué, hein, je pense que c'est le terme adapté, a bourlingué partout sur le circuit indépendant. Finalement, il est repéré par la WWE, il est embauché et il passe à NXT. À NXT, c'est là qu'il va, et ça, beaucoup de gens l'ont oublié, mais c'est à NXT qu'il va toucher son premier titre, sa première ceinture, Luke Harper, puisqu'il va gagner le NXT Championship avec Eric Rowan déjà. Alors, est-ce que tu Active, l'as, ouais. allez, tu l'avais connu à l'époque de NXT? Non, là, c'était vraiment les tout débuts d'NXT, hein. C'était Ouais, ouais, vraiment ouais. le territoire développement en plein. C'était l'époque où la fédération, enfin, je pense que la jonction avec la feu FCW était toute récente. Non, je regardais pas encore, mais je me souviens que c'était très, c'était très nouveau NXT, donc on en entendait pas mal parler sur les sites et les forums WWE, Catch. On voyait bah, c'est des images de ces mecs-là, en fait. On voyait les trois parce que c'était quand même la Wyatt Family, c'était quand même une gimmick assez inédite et puis un peu nouvelle. Il y avait, alors bon, il y avait pas que du grand niveau à l'époque. Il y avait Bo Dallas aussi un peu en même temps. Il y avait Biggie Langston. Il y avait tout ça. C'était une première génération, on va dire, de jeunes catcheurs, mais sans forcément regarder, c'était pas mon cas. On en entendait parler quand même. On avait ce sentiment qu'il y avait un truc qui était en train de monter en puissance. Ouais, 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 ouais. Surtout que à l'époque de NXT, c'était pas la Wyatt Family, ils étaient présentés juste en tag team comme ils feront plus tard avec les Bludgeon Brothers finalement. Et donc on savait pas grand-chose. Moi, j'avais déjà vu des images d'eux justement, un petit peu NXT dans les trucs de développement, mais c'était quelques vidéos YouTube à droite à gauche. On voyait qu'il y avait quelques jeunes qui arrivaient, etc. Et voilà, et les jeunes qui arrivent, bah, Luke Harper, il a finalement fait le grand saut vers le main roster puisque il a débarqué dans le main roster et pas n'importe comment, puisqu'il a débarqué avec ce que tout le monde connaît, hein, la Wyatt Family, avec Bray Wyatt et avec Eric Rowan dans un trio de fous du bayou, là, dégueulasse, avec un jean dégueulasse, avec un Marcel dégueulasse. et, euh, et c'était, voilà. Et là, et vraiment, pour le coup, voilà un clan qui a quand même fait un impact très, très rapide dans la division tag team et en individuel également, hein, puisque Bray Wyatt était quand même balancé comme grand gourou du Bayou et s'offrait quand même une grosse entrée percutante au sein du main roster. Surtout, et ça, mon bon Raphaël, on s'en rappelle bien, qu'à l'époque, bah, d'entrée, ils ont été mis en confrontation avec le trio archi-star de la WWE du moment qui était nul autre que le Shield, composé Ah, ça. de Dean Ambrose, de Seth Rollins et de Roman Reigns. Et ça nous a amené vers des matchs incroyables. Alors, les matchs, on va y venir, mais clairement, je pense qu'une des feuds les plus reconnus et les plus incroyables, c'est clairement la feud Wyatt versus Shield, non? Ouais, pourtant, je pense qu'en termes de timing, hein, de mémoire, elle est très très courte puisqu'elle est juste avant WrestleMania. Et c'est la feud qui a un peu fait, qui a même complètement fait basculer le Shield du côté face, puisqu'à la base, le Shield, c'était quand Oui. même un clan de très méchants. Bon,
En vrai, la Wyatt Family, je me rappelle plus de leur toute première apparition, mais ils avaient fait Ah, je vais te quelques le dire. ouais, ils avaient commencé, contre ils enlevaient les gens là, ils enlevaient Kane, ils enlevaient le Miz, ils Ouais, enlevaient Daniel Bryan. ouais, Bon, ouais, tout à fait. c'était des débuts, c'était un peu moyen scénaristiquement parlant, puisqu'ils enlevaient les mecs et puis les mecs revenaient après sans trop savoir ce qui leur était arrivé. Mais c'est vrai que je me souviens de le fameux match contre le Shield, c'était un Elimination Chamber, je crois. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est quand même un des rares matchs où les 6 mecs étaient sur le ring. La cloche a pas sonné, que la foule chantait des This is awesome parce qu'il y avait là, il y avait une espèce d'énergie, il y avait ouais, il y avait une FUD, mais c'était le seul match, hein, de la FUD d'ailleurs, donc ça a été vraiment court, mais court mais intense, comme on dit. Ouais, ouais, la chronologie, en fait, si tu veux, ils ont gagné le titre, ils gagnent le titre NXT face à Adrian Neville, Pac maintenant, et Bo Dallas, imagine quand même. Et, Toujours beau Dallas, lui. ouais, 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 toujours Bo Dallas, voilà. Et ils auront affronté Corey Graves dans un des derniers matchs de Corey Graves avant qu'il devienne commentateur. Ah oui. Et finalement, ils perdent, ils perdent le NXT Tag Team Championship encore face à Neville. Et face à qui? Eh ben, face à Corey Graves. Et la petite anecdote, c'est que Corey Graves, suite à ce combat, etc., va être diagnostiqué et on va lui déclarer qu'il va être perdu pour le catch, quoi. Donc, ça Ouais. un des moments. Et la Wyatt Family, donc Luke Harper, débarque à Raw la première fois, le 27 mai 2012. Il débarque à Raw. Et voilà, un truc complètement fou, quoi. D'entrée, ça. Enfin, moi, je sais que d'entrée, je me suis dit, putain, ces trois-là, c'est quelque chose, quoi. Et pour le coup, Brody Lee, moi, je l'avais vu à la Chikara, donc je le connaissais de la Chikara, où il n'était pas dans la même gimmick déjà, quoi. Donc là, il y avait quand même un changement de personnage vraiment important. Et donc voilà, donc d'entrée, donc comme tu le disais très bien, voilà, ils font leur début en faisant disparaître les mecs, en attaquant les mecs. Ils attaquent entre autres Kane, ils attaquent les Tons of Funk. Je sais pas si tu te souviens de l'équipe Brodus Clay et Tensai. Je m'en Euh, souvenais pas, non. Bien de cette équipe, voilà, tu vois, ils ont eu une grosse série de victoires qui a duré de mai jusqu'à octobre. Leur première défaite, ça va faire plaisir à Papy, puisque leur première défaite, c'est la famille Rhodes. C'est Cody et Goldust qui vont les battre pour la première fois. Ah oui. Ils sont restés dans une série d'invincibilité de mai à octobre quand même. Et le 11 octobre, ils perdent contre les frères, les frères Rhodes. Derrière, ils vont entamer une rivalité avec CM Punk. Ah, je sais qu'il est cher à ton cœur, Raphaël. Ah oui. Donc, grosse rivalité avec CM Punk et Daniel Bryan pendant les Survivor Series de cette année-là. Et Harper et Rowan vont perdre un match par équipe face à Punk et Daniel Bryan. Et, Ah oui. et le mois suivant, tu auras le TLC où là, les Wyatt Family vont affronter carrément Daniel Bryan dans un match handicap à 3. Oui, Donc, je me souviens. Ouais. ouais, voilà, tout ça, c'est leur année 2013 en fait. Mmh. J'ai dit une bêtise, j'ai dit 27 mai 2012, mais non, c'est 27 mai 2013. D'accord. Alors, tu te rappelles un peu de toutes ces feux-là? Tu te rappelles de face à Punk? Et ben, j'ai pas, vraiment souvenir, tu vois, face à Punk. Ce que je me souviens, c'est qu'effectivement, c'était une époque un peu bizarre où, Punk et Bryan étaient tous les 2 montés, étaient un peu 2 top face Ouais, et ils étaient tous les 2 un peu et en feud contre les Wyatt et en feud contre le Shield puisque de mémoire le pay-per-view que tu as décrit où Bryan est est dans un handicap match contre les Wyatt Family, c'est le même pay-per-view où CM Punk, lui, est en, handicap match contre le Shield. D'ailleurs, ouais, Punk gagne alors que Bryan perd, hein, de mémoire. ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Ouais, ouais, Bryan perd, ouais. Ouais, et d'ailleurs, Mais, il perdra, après au Rumble, il a le match contre Bray Wyatt, en 1 ouais, contre tout à 1. fait. Oui, oui, parce que c'est ça, en fait, c'est vrai. Bah, on est bien dans la chronologie, tu vois, parce que derrière le Royal Rumble du 26 janvier 2014, en fait, Harper et Rowan, c'est leur tout premier Royal Rumble match. Et il va éliminer, mais il va être éliminé par Roman Reigns. Et donc, du coup, c'est ça qui va enchaîner la fameuse feud entre la Wyatt Family et le Shield pour conduire à ce fameux match de 2014 à Elimination Chamber que la Wyatt Family avait gagné, hein, il ne faut pas Et l'oublier, ouais, où Ambrose s'était fait tabasser méchamment et avait fini derrière la barrière d'insécurité et qu'on n'avait plus revu de la fin du match. ouais, Et Rowan et Harper avaient salement tabassé Seth Rollins pendant que Wyatt, lui, s'était chargé de Roman Reigns à l'époque. Et victoire de la Wyatt Family dans ce match-là, quoi. Et mmh, après, derrière, Harper et Rowan, c'était les sidekicks de Bray Wyatt, hein, qui était vraiment le leader du groupe. Donc après, ils ont accompagné et soutenu leur leader dans les rivalités diverses qu'il a eues face à John Cena,
Ils ont eu après eux, ils ont commencé un petit peu à s'émanciper en commençant à avoir des querelles de champions face aux champions en tag team, puisque c'était quand même une de leurs raisons d'être à ces deux-là. Hein, c'était d'être dans la tag team division. Où ils vont briller quand même, hein, mine de rien, puisqu'ils vont remporter le titre tag team. Alors là, bon, je ne vais pas vous donner la liste de tous ceux qui vont affronter, parce qu'il y a un tombereau d'équipes qu'ils ont affronté, quoi. Les New Day, les Usos, tout le top du top. De toute façon, ils ont affronté tout le gratin, quoi. Et pendant la feud, ils auront un premier title shot face aux Usos, qui était champion à l'époque à Money in the Bank. Et pendant que Bray Wyatt était en feud avec John Cena. Mais ces premières tentatives vont se révéler des échecs, puisqu'à chaque fois, ils vont perdre. Que ce soit à Money in the Bank ou que ce soit à Battleground. Donc, du coup, il va y avoir un petit moment de flottement à partir de 2004, de fin 2014, puisque là, Bray Wyatt, il va un peu lâcher du lest à ses deux sidekicks, et il va les laisser un peu faire plus ou moins ce qu'ils veulent, quoi. Rowan va se retrouver blessé, et ça, en fait, ça va marquer un moment important pour Harper, puisqu'il s'est retrouvé en individuel. Et là, en individuel, le Ron Harper, le Luke Harper, il va être lâché dans la title picture du titre intercontinental. Et là, ça va changer beaucoup de choses, puisqu'il va être lâché dans une feud face à Dolph Ziggler, dans des premiers segments qui vont se passer à Raw. Et Harper va rejoindre officiellement la Team Authority. Si tu te souviens de la Team Authority, mon bon Raphaël. Et voilà, donc Luke Harper va rejoindre ça, et il va affronter dans un match un petit peu booké, un petit peu à l'arrache, suite à des conneries de Seth Rollins. Et il va affronter Dolph Ziggler dans un championnat intercontinental. Et à la suite, on aura une défense dans un match de Harper, le jour où, en fait, où il va perdre le titre. Il va perdre le titre face à Ziggler, et ils vont nous livrer un match à TLC, un match des échelles qui est resté, je crois, dans les annales, parce que je crois qu'il ne s'est pas passé une année sans que dans les ladder matchs, ce match-là soit cité en exemple. Et voilà, ça mettra la fin au règne, malheureusement, de Luke Harper, un petit règne, hein, ça n'aura duré que 27 jours. Hein. Ouais. Et, mais voilà, dans ce mois de champion intercontinental, il nous aura livré quasiment que des matchs 4 étoiles en individuel. Donc vraiment, voilà. Donc tu te souviens un peu de tout ça, là, de toute cette période du titre de champion intercontinental? Ziggler était grave dans la hype à cette époque. Hein. Ouais, mais ils étaient tous grave dans la hype, c'est rigolo. Alors c'est bon, c'est l'occasion, c'est une nécro, évidemment, c'est triste, mais ça nous fait replonger dans le passé. C'est fou, moi je trouve ça fascinant. Le catch, c'est vraiment une école de la vie, c'est-à-dire que rien ne dure et tu te dis les gentils d'un jour sont les méchants du lendemain, et les hypés d'un jour sont les fonds de cartes du lendemain. Et c'est vrai que, alors moi je me souviens, j'ai vraiment un excellent souvenir. Alors peut-être des fois que la mémoire bonifie ou pas certains souvenirs, mais j'ai vraiment un excellent souvenir des matchs qu'ils avaient eu contre les Usos, même s'ils les avaient perdus. Ouais. Je sais pas s'il n'y avait pas eu un ladder match aussi, un tag team ladder match. Peut-être, je ne l'ai pas dans mes souvenirs, mais. Ou alors un no DQ, mais il me semble qu'il y a eu un truc où il y avait des tables, des échelles, tout ça. Mais ouais, je me souviens de ce segment-là notamment. Alors je me souviens plus trop, hein, où on en était dans l'Authority, mais où Dolph Ziggler faisait partie des quelques rebelles contre l'autorité, et puis où Luke Harper arrive dans les couloirs, il tient Dolph Ziggler par le pied qu'il a visiblement démonté, et puis il dit à Triple H, je crois, I'm a tag team player, ou I'm a team player, sous-entendu, moi je connais ça, les équipes, puisque oui, comme tu l'as dit, la Wyatt Family, c'était un peu bon, c'est un peu dommage, hein, dans l'histoire. Moi j'avais pas trop aimé ces périodes où la Wyatt Family se splittait, puis se remettait ensemble, puis resplittait, mais bon, ça fait partie de leur histoire. Mais puis le ladder match, c'était quelque chose. Ouais, c'était un très bon match. Ouais, je sais plus forcément tout en tête, mais ouais, là aussi les souvenirs en ont laissé un beau moment. Ouais. Ouais, parce que tout ça se passait, le match, le fameux Ziggler versus Harper se passe à TLC. Et en fait, en janvier 2015, derrière, tu as le Rumble, et où la Wyatt Family est toujours en bis-bis. Et du coup, Bray Wyatt va éliminer Luke Harper du Royal Rumble match. Donc tu vois, vraiment, ils étaient vraiment dans cette période-là où effectivement, ça splittait un peu dans tous les sens. Puis voilà, finalement, il va faire son petit chemin. Il participera. Luke Harper, il faut attention, hein, il a participé à tout un tas de WrestleMania. Il participe à un match en 2015, entre autres le ladder match pour le titre intercontinental que va remporter Daniel Bryan, qui avait été un énorme match à l'époque.
En fait, il va être beaucoup mis en exposition parce que Rowan a été longuement blessé, que Wyatt était lancé un peu sur d'autres cieux, et puis il participera même au King of the Ring. Donc, c'était vraiment un catcheur utilisé, quoi. C'était Ouais. pas un low carder qui était utilisé comme ça avec parcimonie de temps à autre, quoi. Donc non, pas du tout, quoi. Et puis finalement, Rowan va revenir de blessure aux alentours de mai 2015, va se reblesser, donc tu vois, vraiment, ils n'auront pas de chance là-dessus. Et puis il va y avoir à nouveau, voilà, il y aura tout un run. Je ne vais pas vous expliquer en long, en large, en travers, hein, mais tout le run, voilà, de la Wyatt Family. Je vais vous emmener jusqu'à après le dernier split, en fait, qui va apparaître en 2017, et où là vraiment Harper et Rowan vont être mis ensemble complètement et vont devenir les Bludgeon Brothers, les frères Matraque. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les frères Matraque? À WrestleMania 34, voilà, leur moment, je pense qu'on va dire que ça a été peut-être leur plus beau moment par équipe, et ils remportent le SmackDown Tag Team Championship. Donc, tu te souviens de ça, mon bon Raphaël? Ouais, bien sûr. Alors donc c'était une période un peu, il s'était passé beaucoup de choses comme tu l'as dit, hein, la Ouais. Wyatt Family, ça mériterait là aussi un podcast. En fait, clairement, hein, maintenant on s'en rend compte, la Wyatt Family, elle avait été reformée pour nous présenter Braun Strowman, hein, Ah, c'est vrai. Oui. qui est arrivé comme ça. Et d'ailleurs, la petite anecdote qui est assez amusante dans la carrière de Luke Harper à la WWE, c'est que son premier titre tag team, puisqu'il en a eu deux, donc il y en a un que tu viens de décrire avec Rowan en tant que frère matraque, là, dans cette gimmick un peu bizarre où ils avaient leur masque, leur casque et leur matraque. Non, il a d'abord été champion tag team avec Randy Orton, car Randy Orton Oui. a eu ce court passage de membre de la Wyatt Family avant que, comme un sale petit son of a bitch qu'il est, il foute le feu à la cabane. Ça résonne avec l'actualité, hein. Décidément, Randy, il peut pas se retenir, mais c'est rigolo. Ils avaient eu ce cours. Et d'ailleurs, de mémoire, je pense même que Luke Harper avait été un peu exclu de la Wyatt Family par Randy Orton. Enfin, voilà, par une manigance de Randy Orton qui avait réussi à monter Bray Wyatt contre lui. Ouais, parce Mais qu'il s'entendait pas du tout avec Orton. ouais, on le Voilà. comprend, il avait bien vu dans son jeu. Et Ah ouais, oui, et ouais. oui, c'est vrai. Donc tout ça, ça a emmené les frères Matraque en 2018, mine de rien, voilà, à Ouais, leur WrestleMania moment, puisque tu vois, et puis pas dans n'importe quel match, puisqu'ils remportent un triple threat, quoi, une triple frite. ouais. Et en face, quand tu regardes les deux équipes qui en face, tu te dis, ouais, ok, respect, puisque pour moi, c'est les deux plus grandes équipes de la dernière décennie, c'est-à-dire les Usos et les New Day. Voilà, je Ouais, crois que ouais. tout est dit, hein. Ouais, ils avaient eu des débuts, je me souviens, au début, ils avaient eu ce parcours classique des squatchers de jobbers. Là, ils détruisaient un petit peu tous les, les catcheurs locaux qui faisaient 25 kilos. Donc, on était un peu dubitatif. Et à WrestleMania, je crois que c'était limite un squash, hein. Je sais pas si tu as les timings là sous les yeux, mais Non, j'ai pas le timing, mais ouais, ça, je t'avoue, je me souviens plus exactement. Je me rappelle de leur prise de titre à WrestleMania, mais je me rappelle plus que le temps du match avait duré. Mais de toute manière, toute cette feud-là avait duré un petit moment, puisque je crois que en fait, ça avait commencé dès janvier 2018, la rivalité entre le New Day, les Usos et les Bludgeon Brothers, et ça a emmené jusqu'à WrestleMania. Donc pour une fois, voilà, la WWE nous offrait une rivalité qui durait sur 3-4 mois, donc c'était quand même pas trop mal. Il y avait un peu d'effort fait de leur part. Et, et du coup, voilà, pour remettre un peu en avant les Bludgeon Brothers, et ça a été plutôt réussi. Alors, évidemment, hein, les Bludgeon Brothers, pendant tout leur run, ils ont été heal, hein, en permanence. ouais. Ah bah oui. Il y avait pas d'autre possibilité, quoi. Et Ouais, puis voilà, et puis après la malchance, je pense, de Luke Harper, c'est que la WWE a commencé à tabler très très fort sur Bray Wyatt en individuel, et puis ouais. que Rowan se déchire le biceps, et ça le met à l'écart définitivement, quasiment, puisqu'il reviendra quasiment plus, enfin pas plus, parce qu'il reviendra dans sa fameuse gimmick avec son araignée en peluche dans sa cage là, mais il viendra en solo. Et voilà, donc du coup pendant ce temps, Luke Harper, il va faire il va faire son petit chemin tranquille, même en individuel, parce qu'il continue à être utilisé très très régulièrement. Il fera même des apparitions à NXT, où il va même affronter Ricochet, et oui, il va affronter Ricky Labelvi pour le NXT North American Championship, qu'il perdra bien évidemment, puisqu'on laissera le titre à Ricochet. En 2019, il va revenir en individuel, il va faire son retour un peu à la télé. Il va affronter quelques jeunes en développement, comme Dijakovic par exemple. Il va être à la bataille commémorative d'André le Géant aussi à WrestleMania 35. Voilà, il va continuer ainsi de suite, mais
petit à petit, comme la Wyatt Family n'est plus vraiment là, n'existe plus, il n'y a pas de plan créatif véritablement prévu pour Luke Harper, malgré le soutien du public, parce que je pense que là, si on fait aussi un hommage pour Luke aussi, c'est parce que je crois que c'était un catcheur qui était aimé de tout le monde, c'était quasiment unanime. Face ou heel, de toute façon, c'était un catcheur vraiment très très apprécié, que ce soit par les workers comme par les fans. Et voilà, et finalement, il va quitter la WWE. Alors là, c'est là où la chronologie est terrible, hein, mon bon Raphaël, hein, parce qu'il va quitter la WWE le 8 décembre 2019. Ouais. 3 mois plus tard, puisqu'il y a la fameuse clause des 90 jours, il va faire son apparition à la All Elite Wrestling le 18 mars 2020 dans un épisode de Dynamite. Et il va être présenté comme le leader d'un des premiers clans originels de Dynamite, qui est en l'occurrence le Dark Order. Et il va être révélé comme l'exalté The Exalted One. Voilà. Ouais. Alors là, comme on en a parlé au tout début, avec sa toute nouvelle gimmick, costard cravate, cheveux bien peignés, barbe bien taillée, mais toujours aussi destructeur. Et il devient donc le mystérieux chef de la faction The Dark Order. Et voilà. Et pendant plusieurs semaines, il va rester invaincu pendant plusieurs semaines. Et là, on parle de 2020, hein, donc on parle de cette année. Ouais. Il va rester invaincu pendant plusieurs semaines. Il va même défier, il va avoir un title shot pour le titre de champion du monde de la All Elite Wrestling face à Jon Moxley, qui va perdre à Double or Nothing, le pay-per-view. Ça va marquer sa première défaite, ça d'ailleurs, puisque ça sera sa toute première défaite. Il va rester 3 mois invaincu et il va perdre son premier match face à Moxley dans un title shot pour le titre suprême. Mais il va continuer à recruter pour le Dark Order, dont entre autres Colt Cabana, John Silver. Voilà, il va faire grossir. Il va même avoir une femme aussi qui va intégrer le Dark Order. Bref, le clan va prendre de plus en plus d'importance, va avoir des title shots pour la Tag Team Division, sans que Brody Lee y participe, puisque lui, il restait toujours dans l'individuel. Finalement, Lee, il va défier Cody Rhodes, qui à ce moment-là est le champion TNT, le champion télé de la All Elite Wrestling, et il va, dans un match assez rapide, il va, dans un épisode de Dynamite, non pas dans un pay-per-view, Brody Lee va devenir le champion TNT de la All Elite Wrestling. Voilà. Il va être champion, il va garder le titre un certain moment, et il va le perdre, que je vous dise pas de bêtises, il va le perdre en septembre. Il va perdre à nouveau, il va perdre ce titre en septembre. Son règne n'aura pas été très très long, mais on va comprendre tout de suite pourquoi, parce qu'en fait son règne n'a duré que 55 jours, et derrière en fait il va totalement disparaître des écrans. Mais alors, totalement. À partir d'octobre, plus de Brody Lee à la All Elite Wrestling. Je crois qu'à la fin octobre, il va y avoir un Twitter qui va nous annoncer qu'en fait il est blessé à un genou et qu'il ne reviendra pas avant 6 semaines. Les 6 semaines se sont passées et toujours pas de Brody Lee de retour à la All Elite Wrestling. Et puis hier, mesdames et messieurs, voilà, Brody Lee nous est déclaré décédé. Alors d'après ce qu'il nous est expliqué pour les premiers reports, ça serait apparemment une forme d'embolie pulmonaire. Et voilà comment se termine la vie et l'œuvre dans le monde du catch de la part de Luke Harper, Brody Lee, John Huber. Donc maintenant, je vais te laisser la parole, Raphaël, juste pour te lancer sur l'anecdote qu'on a en commun, puisqu'on l'a vécu tous les deux. C'est que nous, on a eu la chance de le voir en live, et on était à Bercy en 2014, et on avait assisté à un match à l'opener de ce house show, qui était tout simplement Sheamus versus Luke Harper. Ouais, on y était. Alors de mémoire, moi c'était mon tout premier, hein. Donc c'était mon tout premier live event, donc ça restera toujours un souvenir gravé, un moment. Alors je me souviens beaucoup plus de Sheamus parce qu'en fait déjà Sheamus c'était le face à l'époque et puis surtout il est rentré en premier et alors ça c'est con, on pourrait se dire ça fait rien, mais moi ça me restera gravé là la première musique d'entrée que j'entends en étant vraiment dans la salle, voilà, donc c'était Sheamus avec sa musique irlandaise, et puis après, je crois que Luke Harper, c'était cette époque où il avait ce Titan Throne avec ses yeux, son regard, ils ont énormément, à la WWE, joué sur des gros plans, là, sur ses grands yeux, assez tour à tour très inexpressifs, un peu mornes, et des fois très écarquillés, exaltés, ça lui allait bien. C'était assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a en fait à la All Elite Wrestling, ils ont beaucoup teasé l'arrivée de ce fameux exalté avant qu'on le voit,
Et vu que c'était le Dark Order, donc c'est voilà, le Dark Order, il y a même pas besoin de décrire le nom, c'est ils sont tous en noir, etc. Moi, je m'imaginais qu'il allait prendre une gimmick un peu, ben voilà, exaltée comme ça, un peu écarquillé, un peu fou, alors qu'en fait, il a eu ce rôle très corporate de caricature de Vince McMahon. Mais en tout cas là, alors bon, j'ai pas de grands souvenirs, hein. Évidemment, c'est un house show, donc il a perdu le match, Luke Harper. Il a pris, je me souviens, un bro kick, et puis Sheamus a remporté la victoire. Mais ben voilà, comme ça, on l'aura vu en vrai. C'était quand même une bête physique, hein. C'était un très Ah grand ouais. monsieur, très costaud. Alors en plus, évidemment, avec une grosse barbe, ça faisait quand même un mec assez viril. Je n'ai pas les mensurations là, mais c'était. Ah, moi je les ai. Ah, mais vas-y, c'était un athlète impressionnant, hein. Ouais, 1,96 m, 125 kilos. Je crois Ouais, que c'est. ça. De toute façon, ça se voyait, il était pas. À chaque fois qu'il était mis face à des big men, je veux dire, il était toujours crédible, lui, quoi. Jamais tu te Ah oui. disais. Et puis moi, il y avait beaucoup de choses ce que j'aimais, c'est que ce gars-là, il était super bon in-ring. Et moi, je le trouvais bon au micro, même du temps de la Wyatt Family. Et tout le monde disait, ouais, bof. Et quand il est arrivé à la Wyatt Wrestling, ben, il a prouvé que oui, il était bon au micro, quoi. Qu'il était totalement capable de prendre en main tout un clan et de les emmener vers la victoire ou pas. Ça, c'est une autre affaire. Mais que voilà, c'était un mec qui était totalement prêt à prendre le micro et à enchaîner des promos. Et la WWE lui a jamais véritablement donné cette chance-là. Sauf qu'on peut dire que du temps des Blood John Brothers, c'était vraiment lui le meneur au micro quand même dans cette tag team. Oui, c'est vrai. Bah, c'était un. Ouais, c'était un peu. Alors ça aura jamais été malheureusement. C'est évidemment maintenant c'est trop tard pour lui. Mais même de toute façon, il avait 41 ans. Il aurait eu sûrement de belles heures à la All Elite Wrestling. Je sais pas s'il Il serait aurait, revenu un jour à la il aurait été WWE. Je sais. champion du monde. Il aurait été champion Ouais. du monde à la Hot Wrestling. Et- Moi, il aurait. j'étais sûr qu'il allait devenir champion du monde à la Hot Wrestling, quoi. Ouais, il aurait sûrement eu son moment, c'est sûr, mais il avait beaucoup de talent. Il avait vraiment, voilà, c'était un peu le pack complet comme on dit, c'est-à-dire que in ring, il était très impressionnant, il était très agile, hein, il était assez aérien, il faisait ses closest lines, ses levées de jambes. Là, je sais plus trop, il avait un coup de pied un peu inversé. Puis voilà, ils ont affronté les Usos, les New Day, ils ont affronté des mecs qui étaient très voltigeurs et ils ont fait des belles performances. Et puis il avait quand même, ouais, c'est ça, je trouve, il avait une gueule, il avait un regard, il avait une voix aussi qu'il utilisait d'ailleurs pas mal à bon escient, même en plein ring, là, il poussait ces espèces de petits hurlements, je sais pas trop comment on Il pourrait faisait décrire ça. yeah, 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 yeah. Et le public, quand il était passé face pendant un temps, c'était beau parce que tu avais tout le Ouais, public qui était look. C'était vraiment, il était vraiment. Quand il était. Moi, le souvenir que j'ai de 2014, parce que voilà, c'est ce que on en parlait sur le Discord cet après-midi, mais voilà, il y avait mon fils qui était là. Il y avait plusieurs chroniqueurs de la Team Catch-Up, hein, mine de rien. On savait pas encore qu'on allait être de la Team Catch-Up à l'époque d'ailleurs. et non, Et c'était marrant parce qu'il y avait toi, il y avait Yerem, il y avait Giscal. Je crois que Ringside était là en 2014 aussi, ou peut-être il nous corrigera, c'était peut-être un autre. Mais du coup, c'était assez marrant quoi, qu'on soit tous réunis à l'époque sous l'égide des cahiers du catch. ouais. Et, euh, et voilà quoi, donc c'était vraiment. Non, c'était ouais, moi j'en ai gardé un super souvenir. Alors, pour vous donner un petit peu juste son palmarès à la WWE, donc du coup, il a donc bien été champion tag team à la NXT. Il aura été champion intercontinental une fois avec Rowan. Et il aura reçu un Slammy Award pour le match de l'année en 2014 de la Team Senna versus la Team Authority au Survivor Series. Ok, ok. Et ouais, ah ouais il en était juste là. Il en était là, ouais, c'est vrai. Voilà, il en était là. Et après, derrière, on peut rajouter son titre TNT à la All Elite Wrestling, qui était donc son dernier titre en date. Bon, je vous épargne la flopée de titres qu'il a eu en indépendant, parce qu'il a eu beaucoup de titres, hein. Il a eu des titres à la NWA, des titres à la Chikara, des titres à la Jersey All Pro Wrestling. Même dans sa fédération d'origine, tu vois, à Rochester, il était dans une fédé Rochester Pro Wrestling, tu vois, on va chercher loin. Et où effectivement là-bas il aura été aussi champion évidemment de cette petite fédé obscure de New York. Voilà, et bah écoute, c'est quand même un jour bien triste hein, pour le catch professionnel. Hein.
Ouais, bah, c'est en plus, le monde du catch, c'est ému sur les réseaux sociaux, ça avait l'air aussi d'être une personne très sympathique. Alors ça, c'est toujours, évidemment les morts sont toujours sympathiques, mais il y avait quand même, moi je me souviens, alors je l'avais pas regardé en entier à l'époque, mais il y avait eu un petit, ça devait être le Network ou un petit reportage sur sa carrière, sur tout ce qu'il avait fait justement avant d'être à la Ouais, ouais, ouais. WWE. Il a eu, de mémoire, il a eu une famille très jeune, enfin très jeune, comme beaucoup d'Américains j'imagine, avec une femme et des enfants assez tôt, donc il catchait aussi pour eux. Il y avait des segments où il y avait son fils dans les tribunes, là, ringside justement, pendant qu'il catchait. Donc ça avait l'air d'être un mec sympa, un mec gentil, qui faisait, comme tu l'as dit, qui faisait le travail, quoi. C'était un worker, c'était un peu, c'est difficile à, ouais, c'est un peu une carrière à la Cesaro aussi ou à la Ziggler, même si Ziggler elle est un peu plus haut, c'est-à-dire c'est un mec énormément utilisé, qu'on voyait tout le temps, Ouais. euh, qu'on n'utilisait pas trop pour le main event, mais qui effectivement occupait du temps d'antenne, qui faisait des beaux matchs, qui était une valeur sûre, et voilà, qui devait pas compter ses efforts, donc qui laissera des bons souvenirs, qui laissera quelques très bons matchs, et puis voilà, mine de rien, bon, le fait qu'il ait été comme ça associé, bon, c'est une idée de génie, hein, Bray Wyatt, Luke Harper, Eric Rowan, quand tu vois leur gueule, leur style, c'était des mecs qu'il fallait mettre ensemble. Ça, voilà, Ah c'est oui. bien tombé. Heureusement, de temps en temps, ils ont des bonnes idées à la WWE. C'est pas tout le temps, mais de temps en temps, et voilà, il y a des trucs comme ça où il y a une alchimie qui fait. Écoute, moi, je suis globalement d'accord à tout ce que tu viens de dire. C'était un mid-quart d'heure, mais c'était un mid-quart d'heure qui était vraiment totalement utilisé, qui a jamais été laissé de côté, même quand Rowan était blessé, même quand on faisait des splits avec la Wyatt Family. Harper, il était tout le temps à l'écran, quoi. Je pense que les mecs aimaient bosser avec lui. Je pense que c'était un mec qui était certainement tout ce qu'il y a de plus sécure. Il était super impressionnant, etc. Mais je pense que ça passait bien avec tout le monde. Et il avait une tête, je sais pas, moi je trouvais que ce mec, il avait une tête sympa, voilà, des yeux, tout ça. On lisait dans ses yeux une espèce de malice. Ouais, Euh, voilà je quoi. suis Enfin, ça d'accord. vraiment, de toute cette décennie là, tu vois, qui vient de s'écouler, c'était vraiment, il faisait partie vraiment des catcheurs pour qui j'avais vraiment une grande affection. Et vraiment, ça a été une grande tristesse d'apprendre ça ce matin. Ouais, c'était un de tes chouchous, ouais, on s'en souvient, mais je suis d'accord avec toi. Il avait, bon, de toute façon, les catcheurs sont des humains un peu hors du commun parce que mine de rien, Ah oui. voilà, on en parle, c'est l'ignoble art, c'est notre petite passion, notre petit vice, mais c'est des mecs qui doivent être à la fois athlètes de très haut niveau quand même, et puis comédiens dans l'âme. Enfin, voilà, hier on a fait le SmackDown avec Papy, on avait la vignette de, bon, les gars comme Montez-Ford, comme Sami Zayn, comme Biggie, voilà, c'est des gens qui ont, finalement, enfin, ouais, là, je vais faire l'éloge du catch, mais Mais oui. c'est des artistes complets, nos catcheurs, parce que voilà, dans quel autre sport on peut voir un mec qui fait autant de performances et qui en même temps arrive à jouer le méchant, le fourbe, le lâche, s'éclate. Enfin, c'est vrai que moi, le catch reste un peu c'est un peu ouais, une bouée d'oxygène parce que je regarde d'autres sports, mais tout est tellement sous contrôle aujourd'hui. On le voit, que ce soit, alors je veux dire bêtement, voilà, les footballeurs, voilà, ils s'expriment sur divers sujets, mais tout est tellement, ils peuvent dire tellement de choses qui sont source de polémique aujourd'hui que c'est très lisse, alors que le catch c'est l'inverse, c'est l'excès. On en rajoute, si on est des méchants. Alors on l'a vu là ces dernières semaines, on se brûle. Cette année aura été quand même assez étonnante, hein. On a un catcheur qui a brûlé, il y en a un qui s'est fait arracher un œil, il a catché avec son fils, il est sorti avec la fille du machin. On est parti dans les bayous, il y en a un qui s'est fait enterrer. Donc c'est ça le catch, et c'est vrai que pour moi c'est vraiment une sorte de récréation, de cours de récré pour grands enfants. Et là, bon ben voilà, pour Luke Harper, c'est la fin de la récré a sonné un petit peu trop tôt, et on en est tous désolés, Ouais. je pense. Ouais, je crois que tu as bien résumé. De toute façon, le catch, je ne vais pas défendre une grande passion de ma vie, mais de toute manière, quelle discipline te propose dans un seul et même mec un athlète, un acteur, un cascadeur, Mm. un mec qui met les costumes enfin, tu vois, enfin, je veux dire, le catch, c'est un espèce de cirque, théâtre vivant permanent. En plus, c'est une machine qui ne s'arrête jamais. C'est le seul truc qui ne s'arrête jamais dans cette période de Ouais. Corona. Qu'est-ce qui a le truc sur lequel on s'est accroché toute l'année, ça a été le catch, parce que le catch ne s'est jamais arrêté. Donc même Mm. si cette année de catch nous aura pas plu parce que pas de public, parce que plein de choses, parce que en particulier le premier semestre a été horrible, et après ça a été un petit peu mieux avec l'arrivée du Thunderdome et tout ça, mais globalement ça a été une année horrible pour le catch. Mais n'empêche,
ça a tenu la barque et les mecs sont toujours là. Les mecs ont continué à bosser malgré les risques et tout ça. Et voilà, et on nous a offert une grande année de catch. On en reparlera pendant les awards et tout ça. Mais Ouais. pour moi, il n'y a que le catch qui offre ça, qui offre tout ce panel d'émotions, de sentiments, que ça soit physique, moral, voilà, toute cette force que peuvent avoir les catcheurs. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et Luke Harper, il faisait partie de ce grand cirque, et il méritait bien un petit hommage de la part de la team Catch-Up ce week-end. Ouais, ben merci beaucoup Chris d'avoir tenu à faire cet épisode et de m'avoir invité. Bon, j'étais disponible. Je pense que tous nos amis du peuple de Catch-Up, je pense à Papy qui nous fait les vignettes et qui nous dessine tout ça, et puis autres, même si Papy est un vieux cynique qui lui évidemment est toujours dans sa maison de retraite et est à l'abri de tout ça. Mais ouais, je pense que on est beaucoup à être émus sur notre Discord. Il y a pas mal de les petits jeunes qui l'ont connu ou à la WWE ou à la AEW qui sont tous émus. Voilà, c'est un peu un de nos personnages. Moi, je les identifie un peu, les catcheurs, aux Looney Tunes aussi de notre enfance. Là, ces personnages qui pouvaient tomber, se faire exploser par des enclumes, par des bombes, là, les Bip Bip, Coyote, Tom et Jerry, tout ça, et puis qui se relèvent toujours. Donc ouais, ça fait bizarre. On les croit un peu intouchables tant qu'ils sont catcheurs. Après, souvent en fin de carrière, et bon, il y en a qui meurent jeunes, il y en a qui finissent en mauvais état, ça on le sait, mais à ce niveau-là, c'est quand même un choc. Et c'est vrai que ça nous finit cette année par une mauvaise nouvelle et une grande tristesse de la famille du peuple du catch. Ouais. Donc, Ouais. C'est vraiment, c'est un petit peu, c'est dans la famille, voilà, la carte Luke Harper est retirée et c'est triste. C'est bien, bien triste. ouais. Mmh. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, peuple de catch-up, on va vous quitter là-dessus. Alors, on vous donne pas de conseils particuliers si vous voulez aller revoir des matchs. On en a déjà parlé. Voilà, je pense que là, la WWE, comme d'autres d'ailleurs, ont mis en ligne différentes vidéos hommages. Je remercie Brozen Hero et je sais plus qui, Pro Machin Bébé ou Max Hardy. Enfin bref, c'est pas grave si je confonds. Mais je vous remercie parce qu'il y en a un qui a mis une vidéo très, 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 très chouette là. Sur le Discord. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Catch-Up sur le Discord. Vous nous retrouvez sur tous les bons réseaux sociaux ou mauvais réseaux sociaux comme vous voulez, hein, Twitter, Facebook, Instagram. On est bien évidemment sur les plateformes, toutes les plateformes de podcast. C'est dispatché par Aosha si je dis pas de bêtises. Bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous un petit rest in peace pour notre ami Luke Harper. Voilà, peuple de catch-up, mon bon Raphaël, je te remercie beaucoup d'être venu passer cette petite demi-heure avec moi pour rendre hommage à Luc. Ouais, ça fut un plaisir. Voilà, je suis mine de rien, je suis content d'avoir été là avec toi et d'avoir eu ce temps-là aujourd'hui pour pouvoir un petit peu parler de lui et parler de notre passion commune. Ouais. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup. Mon peuple de catch-up, je vous souhaite quand même une bonne semaine pleine de catch parce que le catch, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne s'arrête jamais. Vous nous retrouvez cette semaine pour Raw, pour SmackDown. On approche de plus en plus des awards de catch-up, l'émission de l'année qu'il ne faut pas manquer, où tous vos chroniqueurs seront là pour décerner les awards de l'année 2020. Et je pense qu'on va avoir des choses à dire. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout là. Donc allez, je vous fais des bisous. Une bonne semaine pleine de catch, des cordes à linge plein la face. Salut Rafa. Salut tonton Chris, ciao à tous. Salut peuple de catch. Ah bordel de merde. Rest in peace Luc. Portez-vous bien.